Donc on va faire la correction de l'histoire à l'oral, ce qui va nous permettre de compléter quelques petites choses. Alors tout d'abord, dans le document 1, on te parle de la dynastie capétienne. Donc le mot dynastie est très important dans l'histoire du Moyen-Âge. Là, on te parle d'un roi qui s'appelle Hugues Capet. Donc Hugues Capet a pris le pouvoir. Et tous ses enfants, tous ses descendants, enfin, à chaque fois, ça sera le premier fils qui sera le descendant, tous ses descendants feront partie de cette dynastie des Capétiens, tu vois, c'est un mot de la même famille, de Capet, ça a donné les Capétiens. Et à chaque fois, le nouveau roi donne à un fils, et ce fils devient roi. Voilà, c'est ça une dynastie. Puis un jour, s'il n'y a plus de fils, s'il n'y a pas de descendants, la dynastie s'éteint. On passe à une autre dynastie. C'est ce qui s'est passé avant, puisque avant tu as eu les Mérovingiens, à la suite du roi Mérové, dans laquelle il y avait Clovis notamment. Ensuite, il y a eu les Carolingiens. Carolingiens, le mot est de la même famille que Charles, comme Charlemagne. Donc, c'est les rois de la famille de Charlemagne. Puis les Capétiens. Voilà. Alors, dans le document 2, on t'explique justement que c'est le fils aîné qui devient roi à la suite du roi. Et puis on te parle d'autres choses dont on a déjà parlé, notamment de l'histoire de vassal et suzerain. Donc le roi, c'est le suzerain, le premier suzerain. C'est le suzerain de tout le monde. Je vais te montrer un document qui le montre. Il doit dommage à personne. Il est, ce que disent les rois de l'époque, il est le représentant de Dieu sur terre. Voilà, la religion était très très importante à cette époque, la religion chrétienne en France. Ah, il y avait un petit problème. Oui, donc alors sur ce document, tu vois une pyramide qui représente le pouvoir. Le roi est le plus important, il est tout en haut. Il est suzerain des grands seigneurs, les ducs et les comtes. Et ces seigneurs-là, qui sont de moindre importance, sont les vassaux, comme on a dit, déjà expliqué, les vassaux du roi. À leur tour, ces grands seigneurs sont les suzerains de ces plus petits seigneurs, les barons, les châtelains. Voilà. Eux sont les vassaux de ces grands seigneurs. Et on descend comme ça. Ces petits seigneurs sont les suzerains de simples chevaliers. Et ces simples chevaliers sont les vassaux de ces petits seigneurs. Alors voici un document qui date donc du début du XIVe siècle, comme tu peux le voir. Donc c'est pas une reproduction, c'est un document de l'époque. Juste ça, par contre, ça a été rajouté. Voilà. Dans laquelle on voit la cérémonie de l'hommage. L'hommage, c'est quand un vassal rend hommage à son suzerain. Alors, le suzerain, qui est là, va promettre, c'est peut-être l'inverse d'ailleurs, ça c'est plutôt le suzerain, oui. Le suzerain qui est là, va promettre au vassal un fief, il lui donne une terre, la protection, la justice, voilà. Et en échange, le vassal va se battre pour le suzerain, on voit un service militaire de 40 jours par an, et il va lui donner aussi des aides financières, des sortes d'impôts en fait. Voilà, donc la relation qui lie suzerain et vassal dont on avait déjà parlé. Bon, ensuite, on te parle dans ce document de 3 grands rois de France qui ont considérablement changé la physionomie du royaume puisqu'ils ont énormément agrandi. On va en parler après de ces rois. On te parle de Philippe Auguste, de Louis IX et de Philippe IV ou Philippe le Bel. Alors, regarde entre 987 et 1314 l'évolution des choses. Le domaine royal est tout petit, puisqu'il se constitue juste d'un petit royaume, d'un domaine autour d'Orléans et de Paris. Alors que, un peu moins de 350 ans plus tard, en orange, on voit bien la taille du domaine royal. Tu remarques aussi l'emprise de l'Angleterre. Ça, vous ne le saviez peut-être pas. Toutes ces terres là autour de Bordeaux qui remontent dans le sud-ouest, là, étaient anglaises.
Donc dans les questions, on te demandait de comparer les limites de la France. Donc tu vois que par rapport à la France actuelle, sur le côté est, elle est très réduite. Par contre, elle est un peu plus étendue du côté sud, hein. Vous voyez qu'on a des terres en Espagne, hein, dans l'Espagne actuelle, hein. On te demande un peu plus loin quels sont les représentants du roi sur le territoire français. Donc ce sont les baillis et les sénéchaux, voilà, qui vont représenter le roi, qui vont collecter l'impôt, contrôler l'armée et rendre la justice. Ça n'existait pas avant. Chaque seigneur, donc, faisait ce qu'il voulait sur son territoire. Là, le territoire royal a de plus en plus d'importance. Alors, venons-en maintenant aux trois rois dont on nous parle. Tout d'abord, Philippe Auguste. Donc ça, c'est une image qui raconte le retour de la bataille de Bouvines. Alors, cette bataille de Bouvines est la première bataille menée par le roi de France, hein, qui est là. Première bataille menée depuis plus de 100 ans. On voit que son pouvoir était tellement réduit qu'il ne cherchait pas trop à se battre. Donc il s'est battu contre une coalition d'étrangers, c'est-à-dire des Anglais, des Allemands et d'autres seigneurs encore. Alors ces seigneurs et empereurs, hein, puisqu'on parle de l'empereur allemand aussi, voulaient prendre des terres à la France. Philippe Auguste ne s'est pas laissé faire et a levé une armée, et notamment a eu l'aide aussi de d'autres seigneurs français. Et on dit que cette bataille de Bouvines, c'est la première bataille qui a permis d'avoir un sentiment d'union française, un sentiment national. Donc elle a été très très importante. On ne pensait pas spécialement qu'ils allaient gagner, et en fait ils se sont bien débrouillés. Ils ont gagné dans un endroit qui s'appelle Bouvines, au moment où le roi allait passer sur un pont, le pont de Bouvines. Il y a une bataille qui s'est faite en 3 endroits, et voilà, l'armée française a triomphé. Donc là, on voit le roi qui rentre à Paris, avec un de ses prisonniers, un comte. Voilà. On te demande aussi comment il va être accueilli. Vous voyez, c'est la fête, hein. Donc l'église l'accueille, la ville s'est décorée, c'est-à-dire que là on a mis des tapisseries aux fenêtres et tout ça. C'était assez rare que ça se fasse. Voilà, donc il arrive en triomphant. On te demande ensuite comment on le reconnaît. Bon, il est sur son cheval devant toute l'armée. Alors, il n'a pas de couronne, hein, donc dans les symboles dont on te parle, il aurait pu avoir une couronne. Par contre, la couleur bleue autour du cheval, la fleur de lys, qui est un des symboles du roi de France. Bon, il y en a d'autres, des symboles, mais on ne les voit pas très bien, hein. Par exemple, on dit que le roi a des éperons d'or pour montrer qu'il est un bon chevalier. Donc les éperons sont un des symboles du roi de France. Il a aussi une épée pour montrer qu'il sait se battre. Ça c'est important, c'est un des symboles aussi du roi. Il a un sceptre aussi, donc c'est un bâton, hein, orné de fleurs de lys. Il peut avoir aussi ce qu'on appelle une main, c'est-à-dire un grand bâton avec au bout une main. Voilà, ce sont les principaux symboles du roi de France. Il y a aussi l'anneau, un anneau qui montre qu'il est comme marié avec le territoire français. Voilà. Bon, on va aller un petit peu plus vite sur les deux autres rois. Donc on a Saint-Louis quand il était encore en vie, ne s'appelait pas Saint-Louis, mais Louis IX. Par contre, il s'est appelé Saint-Louis plus tard parce qu'on a considéré que c'était un véritable saint. Donc il rendait la justice sous son chêne, c'est ce qu'on te demande à un certain moment. Il aidait et soignait les pauvres. Donc il était très très apprécié. Et enfin, donc Philippe le Bel, qui était un roi qui était beaucoup moins apprécié parce qu'il y a eu quand même une crise économique à ce moment-là, notamment par rapport à la monnaie. Alors, est-ce qu'il rend la justice seul? Non. Il avait mis en place ce qu'il a appelé un parlement,
un parlement avec différentes personnes qui l'aidaient à rendre la justice. Il était réputé comme étant très rigide. On l'appelait roi de fer. Voilà, au final, ce que tu dois retenir, c'est que tous ces rois ont considérablement renforcé le pouvoir royal, l'emprise sur le pays, et petit à petit, s'est créé un sentiment national qui n'existait pas, et qu'on retrouvera plus tard de façon encore plus importante.